Mesdames, messieurs, Mais dites-moi, comment allez-vous? Ma foi, comme un lundi. Le Logos Club. Logos Club. à tous ceux qui rêvent du bonheur. Logos Club. Mon journal audio. Il n'y a peut-être pas de jour de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Qui ne se souvient comme moi de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile. Sur la lecture, Marcel Proust. Quand nous lisons, nous ne cherchons pas des idées neuves, mais des pensées déjà pensées par nous, à qui la page imprimée donne le sceau d'une confirmation. Les paroles des autres qui nous frappent sont celles qui résonnent dans une zone déjà nôtre, que nous vivons déjà, et la faisant vibrer, nous permettent de saisir de nouveaux points de départ au-dedans de nous. Il est beau d'écrire parce que cela réunit les deux joies, parler seul et parler à une foule. Si tu réussissais à écrire sans une rature, sans un retour, sans une retouche, y prendrais-tu encore plaisir ? Ce qui est beau, c'est de se polir et de se préparer dans le calme à être un cristal. Le métier de vivre, Cesare Pavese. Logos Club, chapitre 4. Salutations à tous chers auditeurs et bienvenue à vous dans un nouveau chapitre du Logos Club. Aujourd'hui, encore un titre interrogatif pour le chapitre du jour. À quoi ça sert la littérature ? Ce titre fait directement référence à la leçon inaugurale d'Antoine Compagnon en 2006, brillant scientifique destiné à devenir ingénieur qui, opérant un virage courageux et audacieux, amoureux de la littérature comme d'une maîtresse de 18 ans, et abandonnant la vieille dame de la mathématique, dit-il en reprenant les mots de Balzac, deviendra professeur de lettres et grand théoricien de la littérature moderne et contemporaine. Dans ce nouveau chapitre du Logos Club, je m'appuierai à la fois sur ce discours d'Antoine Compagnon, sur mes lectures et relectures de la semaine, à savoir entre autres sur la lecture de Marcel Proust, les mots de Sartre et mon inconditionnel Pessoa, le livre de l'intranquillité, mais aussi sur mes questionnements quant à la motivation ou nécessité à la fois de lire et celle d'écrire. En effet, je ressens moi-même ce besoin viscéral de lire et d'écrire. Viscéral, disais-je, vital. Car, comme l'écrit Pessoa en 1950, la littérature, comme toute forme d'art, est l'aveu que la vie ne suffit pas. Pour moi, c'est pour vivre que j'ai le besoin de lire, et celui d'écrire pour savoir que je suis bel et bien en vie. La vie, le temps, l'espace, la mort, Dieu, tout cela est mystère, et se motiver à tenter de les comprendre fait de moi un mort dont le sursis ne fait que se prolonger. Prendre conscience que plus je lis, plus j'écris, et donc plus je vis, me mène à constater que moins je sais et qu'il y a plus encore à savoir, le tout générant tout à la fois un sentiment de lassitude, d'un abandon, et celui d'une recherche, d'une quête, d'une étude et d'expérimentation toujours à renouveler, et pourtant pas infinie pour le mortel humain que je suis. L'instinct de conservation pousse certains à travailler, à gagner leur pain, à toujours chercher à ne jamais manquer. Quant à moi, toute bourgeoise ou plutôt bourgeoise et privilégiée, cet instinct de conservation mystérieux me pousse à le questionner, rechignant souvent à m'y soumettre. Il me faut l'interroger, lever le voile sur ce qu'il est, m'incitant à comprendre les pleins du vide pour m'empêcher de communier à ce néant si tentant par la paix dont il semble totalement drapé. Je l'avais déjà abordé, ce sentiment bien connu de nos services, ce mode de pensée, dans une de mes lettres hebdomadaires, Pilgrimistic Post, toute splénéenne, j'avais, je crois, évoqué le texte de l'Ecclésiaste, en ayant conclu cette brève missive numérique d'une pirouette esthétique, voulant rassurer mon lectorat quant à mon état psychologique, amenant l'art comme solution, comme traitement, réponse, et comme résultat de ces pensées à tendance mortifère. Je pourrais l'illustrer de 1000 façons, mais j'ai choisi cette délicieuse chanson de Barbara qui souvent me trotte dans la tête. Vivre
Antoine Compagnon disait « Nous lisons parce que, même si lire n'est pas indispensable pour vivre, la vie est plus aisée, plus claire, plus ample pour ceux qui lisent que pour ceux qui ne lisent pas, pour ceux qui savent lire non seulement les renseignements, les modes d'emploi, les ordonnances, les journaux et les bulletins de vote, mais aussi la littérature. » Ensuite, la culture littéraire fut longtemps censée rendre meilleure et donner une vie meilleure. Francis Bacon a tout dit. La lecture rend un homme complet, la conversation rend un homme alerte et l'écriture rend un homme précis. C'est pourquoi, si un homme écrit peu, il doit avoir une bonne mémoire. S'il cause peu, il doit avoir l'esprit vif. Et s'il lit peu, il doit avoir beaucoup de ruse pour paraître savoir ce qu'il ne sait pas. Suivant Bacon, proche de Montaigne, la lecture nous évite de devoir recourir à la sournoiserie, l'hypocrisie et la fourberie. Elle nous rend donc sincères et véritables, ou tout simplement meilleurs. Fin de citation. Car finalement, la question de l'utilité de la littérature revient à questionner la raison de l'art sous toutes ses formes. Heureuse héritière de la révolution littéraire opérée par mes grands anciens, avec la promotion notamment de l'art pour l'art, mais aussi de mes contemporains, protecteur de la sainte fiction, se refusant de se soumettre à la cancel culture et de la lame de l'appropriation culturelle. L'auteur a tous les droits, et le lecteur aussi. Écrire une histoire qu'on n'a pas vécue en tant qu'auteur n'est pas une agression envers celui qui l'aurait éventuellement vécue. La littérature est un des métiers pour lesquels nul diplôme n'est requis, et si certains sont jaloux de ceux qui semblent en savoir plus qu'eux, qu'ils lisent plus, ou qu'ils soignent leur ego. Une œuvre peut plaire, déplaire, déranger, offenser, blesser, mais elle a son autonomie une fois qu'elle est livrée au monde. L'auteur n'est plus responsable d'elle. S'il ne nécessite pas de diplôme pour écrire ou pour lire, pour autant, je me posais déjà la question dans un chapitre précédent, faut-il avoir lu pour pouvoir ou vouloir écrire? La structure seule des mots de Sartre donne une possibilité de réponse, puisque dans ce récit autobiographique, qui décomplexerait plus d'un apprenti écrivain aujourd'hui, le philosophe, dans ce court ouvrage, raconte la naissance de son art par l'intermédiaire des mots, et dans ce livre, en 2 parties, écrire succède à lire. Au-delà de la structure toute chronologique de ce livre de Sartre, il semble évident a priori d'avoir su lire avant d'écrire. Cependant, raconter des histoires, puisqu'au cas où je ne l'avais pas mentionné plus tôt, j'oriente à dessein mon exposé du jour vers la littérature fictionnelle, donc raconter des histoires. Cela ne nécessite pas la maîtrise de la lecture ni celle de l'écriture, en tant que mécanisme primaire. Un enfant, par exemple, peut, et passe beaucoup de temps d'ailleurs, à inventer des histoires, que ce soit avec sa camarade de jeu, seul, dans ses rêveries, et ce même s'il n'a pas encore reçu l'enseignement de l'écriture ni celui de la lecture. Cependant, cette capacité à raconter des histoires, à inventer des personnages, d'où lui vient-elle s'il n'a encore rien lu? Probablement des histoires dont on lui aura fait la lecture, me direz-vous, ou bien encore de ce qu'il observe, du monde qui l'entoure, même si ce monde est télévisuel, les dessins animés pour enfants sont des histoires qu'on leur raconte. Et l'enfant fait clairement la différence entre ce castor qui lui raconte une histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire, Père Castor. Qui ne s'offusque pas de voir d'ailleurs parler et se balancer sur son rocking chair, de celui qu'il croisera éventuellement lors d'une promenade en train de fabriquer sa maison au bord d'un cours d'eau et qui ne lui parlera pas, ou tout du moins pas avec le même langage. Cette naïveté et cette candeur toute enfantine, défaite de toute attente de résultats académiques, c'est le pouvoir de l'imagination. La représentation que l'on se fait de quelque chose, que cette chose soit réelle ou non, c'est le propre de l'homme. Et déjà, les antiques Grecs l'avaient mise au rang des pouvoirs de la littérature. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. En effet, pour Proust, il pensait qu'on se réalisait non pas dans la vie mondaine, mais par la littérature. Parce que l'écrivain s'y donne tout entier, et aussi pour le lecteur, parce qu'elle le transporte quand il lit. Par l'art seulement, poursuit-il, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Logos Club, mon journal audio.
Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur le rappel des 3 grands pouvoirs de la littérature, puisqu'Antoine Compagnon les développe fort bien dans sa leçon inaugurale. Je vous mettrai d'ailleurs en description de ce chapitre les références vers la vidéo et le texte intégral de cette intronisation au Collège de France. Mais il est probable que je revienne sur le 3e et dernier pouvoir accordé selon lui à la littérature. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera probablement dans un prochain épisode. Ce dernier pouvoir serait celui du correctif. La littérature aurait en effet ce pouvoir de rectifier la langue, en témoigne l'œuvre de Bergson, qui fait le procès du langage, dont il juge les catégories inadaptées. Écrire, c'est proposer, raconter, dire, faire voir, faire sentir, ressentir, etc. Lire, c'est recevoir cette proposition. Et comme il y a 1000 façons, au moins, de donner à voir une chose, et tout autant de les recevoir, cela ne peut être autre chose que de l'art. Je fais référence ici à la définition de l'art selon Paul Valéry dans son cours sur la poétique au Collège de France, encore une fois, le 2 février 1945. Je cite « S'il n'y a qu'une seule manière de faire, on ne parlera jamais du mot art, mais lorsqu'il y a plusieurs manières de faire, le mot art pourra s'employer pour désigner l'une quelconque de ces manières. » Fin de citation. L'interprétation, et donc la lecture de toute littérature, n'est pas une science, mais bel et bien un art, tout comme l'écriture, ayant mené à ces textes ainsi lus et donc interprétés. Lecteurs et auteurs font un travail commun. Le lecteur est co-créateur de la fiction, en acceptant de s'y abandonner et en échafaudant sa propre interprétation sur le sujet proposé par l'auteur. Ce que je trouve vraiment merveilleux avec la littérature, c'est qu'elle peut servir à tout, finalement. Et là où je lui tire tout particulièrement mon chapeau, et qui fait hurler la philosophe en moi, c'est qu'elle nous avoue, par le procédé de la fiction, nous mentir. Aussi ne ment-elle pas, puisqu'elle confesse mentir, n'est-ce pas ? D'ailleurs, ment-elle vraiment ? Nul besoin de s'inscrire dans le courant du réalisme à la Zola pour que la littérature ait toujours, finalement, un lien avec la réalité, ne serait-ce que la réalité du lecteur en train de lire. Et pour cela, Pessoa a écrit quelque chose de très intéressant à l'entrée 482 du livre de l'intranquillité. Ce mariage de l'art et de la pensée, cette réalisation que ne vient pas souiller la réalité, m'apparaît comme le but vers lequel devraient tendre tous les efforts de l'être humain, s'il était vraiment humain, et non pas une excroissance superflue de l'animal. Je crois que dire une chose, c'est lui garder toute sa vertu et lui ôter son pouvoir terrifiant. La campagne, évoquée par des mots, devient plus verte que ne l'est sa propre verdure. Si l'on décrit les fleurs en phrases qui les dessinent dans l'espace de l'imaginaire, elles ont alors des teintes qui sauront durer bien plus que ne leur permet la vie cellulaire. Se mouvoir, c'est vivre, se dire, c'est survivre. Il n'est de réel dans la vie que ce que l'on a su bien décrire. Les critiques au petit pied aiment à souligner que tel poème, largement rythmé, signifie tout simplement que la journée est belle. Mais dire que la journée est belle est une chose difficile, et cette belle journée, en elle-même, va disparaître. Par conséquent, il nous faut conserver cette belle journée dans un souvenir fleuri et prolixe, et consteller ainsi de fleurs nouvelles ou d'astres nouveaux les champs et les cieux de l'extériorité, éphémère et vide. Toute chose est ce que nous sommes, et existera aussi pour ceux qui nous suivront dans la diversité des temps, dans la mesure où nous l'aurons imaginé avec intensité et où, de toute notre imagination logée dans notre corps, nous l'aurons été véritablement nous-mêmes. Je ne crois pas que l'histoire soit rien d'autre, dans son vaste et terne panorama, qu'un flux d'interprétations, un consensus confus de témoignages distraits. Le romancier, c'est nous tous. Et nous racontons lorsque nous voyons, parce que voir est un acte complexe, comme toute chose. Fin de citation. Dans la littérature, j'aime vraiment ce doigt d'honneur, permanent, libérateur et propulseur de désir que la fiction nous permet, aujourd'hui un peu plus qu'hier, et encore moins, je l'espère, que demain, de lire et d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, sans souci relatif du qu'en dira-t-on. Je disais relatif et il est important de parler ici de la censure, de toutes les interdictions de lecture, voire de possession de certains livres à travers le monde et l'histoire. Il est évident qu'on ne sort jamais vraiment indemne ou identique d'une lecture. Bon oui, d'une bonne lecture, j'avoue. Mais tout comme je confère à l'œuvre une autonomie et donc déresponsabilise son auteur,
Je pense qu'il faut aussi déresponsabiliser l'œuvre face à toute action que ferait un lecteur après avoir lu un livre. Si l'œuvre de l'auteur est autonomie, celle de Dieu, sous-entendu l'homme, doit l'être également. Cette dernière énonciation coupe court à tout procès d'intention et balaie d'un revers de main tout reproche quant au choix de sujet, de forme ou de cadre que l'auteur pourrait choisir pour son œuvre. Il est possible, mais je ne le souhaite pas, que mon avis fort tranché sur ce sujet, je le concède, n'évolue avec le temps. Mais comme je l'ai déjà dit dans les précédents chapitres du Logos Club, j'expose ici ma pensée présente, et celle-ci, depuis fort longtemps, est guidée par le sacro-saint principe de la liberté, en l'occurrence celui de l'expression. L'auteur, l'homme dans ses actions, est déjà suffisamment son propre censeur. Alors si l'Église, l'État ou d'autres s'en mêlent, nous allons tous perdre notre idiosyncrasie et devenir de simples corps errants. Parce qu'au final, questionner l'utilité de la littérature, c'est questionner celle de la vie. Mon côté cynique et provocateur vous répondra simplement, et à l'image d'un Roland Barthes tout aussi provocateur dans sa préface de Chateaubriand, avec ses litanies de « à quoi bon ?», je dirais que finalement, la littérature comme la vie ne servent à rien. Alors pourquoi pas en jouir et en profiter ? La vanité ne me semblait pas si féconde au départ, mais je rends grâce à la littérature pour tout ce qu'elle m'apporte, et j'espère continuer encore longtemps à y contribuer en tant que lecteur et qu'auteur. Et c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre assiduité, pour votre intérêt, et je vous invite, si vous le souhaitez, à visiter ma page YouTube où, depuis hier, je mets en ligne tous les épisodes du Logos Club. Vous pouvez par ailleurs retrouver l'intégralité des épisodes sur mon site internet abibamoon.com et sur toutes vos plateformes d'écoute favorites. En vous souhaitant à tous un merveilleux chemin, à la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Logos Club, mon journal audio. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère.